On ne transmet pour moi que ce qui nous passionne. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Il y a quelque chose de vertigineux dans la clinique, un point d'insaisissable qui ne peut être cerné par des mots, qui nous échappe toujours. Rencontrer un patient peut se situer sur ce registre-là. C'est rencontrer un monde organisé parfois complètement différemment du nôtre. C'est être renvoyé à ce que l'on ne comprend pas, à ce qui se dérobe à tout savoir théorique. C'est précisément ce qui passionne Rouliot-Guillaine. D'abord physicien, puis psychologue clinicien et professeur HDR à l'Université catholique de Lille, Rouliot est ce collègue toujours prêt à l'aventure, que ce soit pour aller faire une conférence à l'autre bout du monde, que pour boire un café et parler théorisation et formalisation dès la première heure le lundi matin à l'université. Né en Argentine, dans une famille où l'ambiance était au débat et à la lecture, Rouliot-Guillaine nous raconte à quel point son parcours a toujours eu pour horizon de trouver des réponses, de s'approcher au plus près des limites du mystère, de trouver une rigueur et une formalisation pour comprendre ce qui rate dans le savoir et dans nos connaissances. Ceci au point de pouvoir être fasciné par ce qu'il nomme la beauté de l'écriture des lois de la nature dans une langue mathématique. Cette écriture qui donne une clarté de vision trompeuse. Alors au-delà de toute rationalisation, travailler avec Rouliot, c'est approcher le mystère de ce qu'un autre peut tenter de nous dire. Alors comment passe-t-on de la physique à la psychanalyse, des équations mathématiques aux questions telles que « qu'est-ce qu'on fout dans la vie ?» Bienvenue dans cet épisode très particulier avec Rouliot, mon collègue et ami. Une interview qui ne pouvait s'enregistrer ailleurs qu'à l'université, entre les bruits des étudiants dans le couloir et celui de la grande horloge. Bienvenue donc dans mon bureau à la fac, qui est très souvent, et pour ma plus grande joie, également le sien. Bienvenue Rouliot, enchantée de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans mon autre bureau, j'ai envie de dire, puisqu'on prend le café ensemble ici, tous les matins pratiquement. Oui. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette interview, parce que je pense qu'il y a beaucoup notamment d'étudiants, mais de collègues qui sont impatients d'entendre ton récit. Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, ton nom, ton prénom, te présenter en quelques mots? D'abord, déjà, te remercier de l'invitation. Je trouve que c'est un espace très particulier. Déjà, je dirais une espèce d'introduction à qu'est-ce que la clinique, parce que la clinique se décline de plusieurs façons différentes et entre autres, disons, celle de l'histoire de celui qui écoute quelqu'un d'autre qui vient le voir. Et donc, pour me présenter, mon nom c'est Julio Guillaine, en fait Julio César Guillaine. Comme ton prénom, c'est une longue histoire, peut-être on abordera. Je suis psychologue clinicien. Aussi, disons, je travaille actuellement, disons, à l'Université catholique de Lille. Je travaille en même temps à l'EPSM, l'agglomération lilloise, disons, depuis quelques lustres maintenant. Et mon cadre de référence, c'est la psychanalyse. Je pourrais ajouter, donc je fais un doctorat ici en France, mais on reviendra sur l'histoire de tout ça. Disons, après j'ai passé mon HDR il y a quelques années, comme pas si longtemps vraiment. Et actuellement, disons, je suis professeur à l'Université catholique de Lille aussi, donc où je fais des cours autant en licence qu'en master. Et ça, donc, ça se résume à mon activité actuelle dans le champ au moins de la psychologie clinique et la psychanalyse.
Mhm. Tu divises ton temps entre l'université et le PSM, établissement public de santé mentale de Lille. Tout à fait. Disons que c'est une partie de mon temps est consacrée au suivi des patients, de supervision, même si je ne veux pas trop les appeler comme ça, je les appelle plutôt des groupes de réflexion clinique où se joue une certaine transmission, dont on parlera certainement en équipe. Et une autre partie de mon temps, c'est les consacrer aux cours ici, au séminaire, à la recherche. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de reparler. Alors, peut-être pour commencer, quel est le point de départ? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler psychologie, ou psychanalyse peut-être d'ailleurs, peut-être même tout à fait précisément? Donc, je ne sais pas si j'aurais un moment particulier. Et c'est intéressant parce que là, on repart dans mon histoire. C'est le but du jeu, je crois. Oui. Mais comme toujours, on se rend compte que le passé, on l'a devant soi. Donc, ce que je veux te raconter, c'est certainement une construction, même pas une reconstruction, de ce que je peux appeler ou dire être mon passé. Donc, je dirais qu'il n'y a pas trop de précisions sur le moment où j'ai entendu parler de la psychanalyse. Je veux revenir sur un certain nombre d'instants, de moments qui ont été particulièrement prégnants, je dirais. Mais c'est une histoire qui, comme je disais, même s'il n'a pas de date, a commencé avec quelque chose qui était plutôt lié à une espèce d'ambiance, disons. Donc, autour de la maison où j'ai grandi, disons, il y avait aussi cette ambiance de discussion, de débat, je dirais plein de domaines, une variété de références qui se croisaient, disons, du fait que, bon, d'un côté, mon père, il était chirurgien, donc dans le pragmatisme un peu extrême, tandis que ma mère, elle était prof de littérature américaine à la fac. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il y avait une grande bibliothèque chez moi où on pouvait trouver des livres, pas simplement de littérature, qui va être une référence très importante, elle est toujours pour moi aujourd'hui, mais aussi de philosophie, de sociologie. Il y avait des livres un peu étranges, presque, je dirais presque interdits, mais comme par exemple 3 essais d'une théorie sexuelle. Et là, déjà, le mot sexuel peut attirer la curiosité. Mais ça se parlait, disons, il y avait un moment où, sans entrer dans le détail de la psychanalyse, il n'y avait pas des gens autour de moi où il y en avait, mais disons, des cousins éloignés de ma mère qui étaient dans le champ de la psychanalyse ou de la fac, de la philo. Mais ce n'était pas un sujet de débat si ce n'était pas par le croisement des références. Sans qu'il y ait cet instant dont tu parlais, il y avait déjà, comme je disais, cette espèce d'environnement, ambiance, où, très intellectuel, si, d'une certaine façon, disons, mais en tout cas, disons, lié à, je dirais, un espace d'ouverture vis-à-vis des différents savoirs. Donc, je le raconte maintenant, c'est après coup toujours qu'on construit ce type d'affirmation, mais je suivais une scolarité dans une école privée, etc., d'origine française. Et donc, mais dans ta famille, on parlait français couramment? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Disons, il y avait toujours des références à des auteurs plus ou moins, mais non. Après, comme je te disais, disons, une autre référence importante pour moi, c'est la littérature et les langues aussi. Donc, j'étudiais anglais depuis que j'étais très jeune. Mais après 14-15 ans, j'ai souhaité commencer à étudier les français. Donc, c'est de là qui vient un peu la possibilité que j'ai eue d'approcher d'autres auteurs, mais beaucoup plus tard, dans la version originale. Mais c'était plutôt l'anglais. Et donc, les références littéraires dont je te parlais, c'était les grands auteurs américains que je continue à lire ou à aimer, des lectures de jeunesse qui pourraient être, je sais pas, disons, Mark Twain, je sais pas, disons... Tu avais un auteur favori? Mon auteur favori, c'était Edgar Allan Poe. Donc, que je travaillais après en m'intéressant à la fiction,
on reviendra, ça c'est un des sujets que j'ai travaillé dans des articles, surtout Henry James, et bon, il y a d'autres, maintenant plus actuels, Paul Auster, etc. Et donc ça c'était quelque chose, la fiction, disons, je dirais, je fais cette petite parenthèse, mais je crois que autant comme on va voir dans mes études après, qu'on peut supposer les premières études que j'ai faites, universitaires, très scientifiques, il y avait cette question d'approcher, je dirais comme ça, c'est un peu poétique, mais les limites du mystère. Disons, quelque chose qui était lié dans la littérature à la fiction, pendant un temps la science-fiction, mais après, c'est passé. Mais la fiction en général, et aussi, disons, toute cette question de, comme je disais, les bords, les frontières de la connaissance, le savoir, etc. Donc, après, ça va se compliquer parce que, disons, tout ça, c'était une espèce, comme je disais, d'environnement, de réflexion, des pensées, de lecture, etc. Mais ça va prendre, je dirais, une réalisation, disons, ça va devenir réalité d'une certaine façon à partir de mes études universitaires. C'est-à-dire que donc, jusqu'à ta majorité, c'est plutôt une ambiance très intellectuelle, où on peut se poser des questions diverses et variées sur plusieurs registres, où tu es très sensible aux langues. D'ailleurs, aujourd'hui, tu parles le français parfaitement, l'anglais, l'espagnol parfaitement, ces 3 langues, l'italien, ça fait déjà 4, et ensuite, il y a une autre... Non. Je voudrais bien, j'ai fait un cours d'allemand, surtout pour lire Freud, mais pendant un an, mais... C'était pendant mes études universitaires et il me semblait si complexe que je dis, bon, je le serai pas plus tard. Et j'attends encore. Mais donc, à ce moment-là, à 18 ans, quand tu décides de t'orienter au niveau universitaire, donc en Argentine, tu décides de partir dans une école précise avec une idée de métier précis. Oui, c'était un moment, comme toujours, comme pour tout jeune qui se pose la question de quoi faire, j'avais pléthore d'intérêts qui faisait toujours ce choix très difficile. Il faut dire que j'étais très penché vers cette quête intellectuelle, donc les études universitaires ne se posaient pas comme question pour moi. Disons, je savais que j'allais faire des études universitaires, mais ça pouvait partir de très loin de l'archéologie, l'anthropologie, à la physique, à la littérature. Oui, mais on se voyait moins comme un, justement, c'est ce que tu posais comme question, comme un métier possible. Voilà. Et donc... tu n'avais pas d'idée de métier possible. Tout à fait. Et même pas la psychologie n'entrait pas là. Donc, comme métier possible, il faut recontextualiser aussi. Il faut savoir que moi, je fais mes études, je finis mon école secondaire dans l'année 80. Oui. Donc, ça remonte. Et à ces moments-là, en Argentine, il y avait toute une réalité sociopolitique, c'était celle du gouvernement militaire, une série de dictatures qui ont marqué régulièrement, malheureusement, la vie politique argentine. Donc on était sous un gouvernement militaire et la carrière de psychologie n'existait pas. Disons, c'est pas qu'il n'existait pas. En fait, bon, il faudrait préciser, mais c'était politique quota zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était que même si la fac, disons, l'université, la faculté de psychologie n'existait pas comme telle, c'était un département dans la faculté des sciences humaines, même si elle n'était pas fermée, c'est-à-dire les étudiants sous une haute surveillance, qui étaient déjà là, continuaient. D'accord. Quota zéro signifiait qu'il n'y avait plus de nouveaux inscrits. Donc, l'entrée à la carrière était fermée. Et c'est passé aussi avec la sociologie. Et donc, c'est pour ça que, disons, c'était même pas quelque chose qui était censé faire partie, au moment où je me posais la question, d'un métier possible. On va dire qu'en Argentine, à cette période-là, la période où toi, tu dois faire un choix en termes d'études universitaires, les psychologues, déjà, ne font pas vraiment partie du paysage. Oui, disons, il y a eu une dictature avant, disons, dans le milieu des années 60. Et donc déjà, disons, c'est très intéressant l'histoire de la psychologie en Argentine. Disons, il y a tout un... disons, il y a des articles. J'ai un très bon ami qui s'est consacré en Argentine à l'histoire de la psychologie, qui a fait une thèse ici avec Rudinesco, mais
sur un autre thème, mais il a fait de recherches sur ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une histoire complexe, même la création je dirais de la carrière professionnelle des psychologues, qui datait des années, fin des années 50, début des années 60. Bon, ça, c'était toute une longue histoire. Mais ça existait, c'était un champ professionnel. Bon, il faut aussi voir que, comme je dis, c'est un bien intellectuel, etc. Il y avait le contrepoids de mon père, qui était beaucoup plus pragmatique, disons, c'est-à-dire la médecine, etc. Mon grand-père était médecin aussi, donc, et moi je suis l'aîné. Bien, on pourrait penser que tout était joué pour que ma destinée soit la médecine, mais ça, je savais que j'en voulais pas. Ce serait long d'y entrer, mais quelques longues années d'analyse m'ont permis aussi, ce travail personnel, de voir qu'est-ce qui se jouait à ces moments-là. En tout cas, disons, c'était pas quelque chose qui était dans mes choix, disons, direct. Et il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, que c'était la science. Et donc, à ces moments-là, disons, au moment je me souviens très bien, disons, au moment de la fin de ce qui correspond à la terminale ici, je suis allé voir un certain nombre de professionnels qui m'intéressaient, surtout des professionnels qui étaient, un que je me souviens très bien, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'était un physicien, astrophysicien, et un autre professionnel, donc je me souviens beaucoup moins, qui était un chimiste. D'accord. Avec un ami à moi, etc. On connaissait des gens qui étaient à l'université, donc et j'étais mais vraiment émerveillé par ces personnages, parce que c'était vraiment un personnage. Comment il s'appelait ? Il s'appelait Héctor Bucetich. C'est une grande famille de La Plata. Qui avait, disons, son père, il avait développé des choses aussi, mais dans un autre champ différent. Et lui, il était mais déjà un personnage. Et c'est pour ça que une autre chose que je voulais te dire, et je trouve que c'est, pour moi, au moins dans mon histoire, ça a été très très important, sont les rencontres que j'ai faites. Bon, après, on pourrait dire qu'est-ce qu'une rencontre ? Là, c'est une rencontre, là. Tout à fait, c'est une rencontre, on ne rencontre que le réel. Peut-être qu'il y a quelque chose de ça qui s'est joué, mais en tout cas, disons, le côté presque, je dirais, excentrique de ces personnages, je rencontrais chez lui dans une grande bibliothèque, disons, vraiment un truc complètement bordélique, et au milieu de ces livres, etc., il nous racontait qu'est-ce qui était la physique, mais vu comme la relativité, la mécanique quantique, etc. Je ne comprenais rien à l'époque, ou plus ou moins. Mais j'étais marqué par cette rencontre. Je l'ai eu après, disons, en faisant mes études de physique, comme prof, un personnage, vraiment. Je voulais ajouter simplement que, disons, c'est vrai que, au-delà de toute cette espèce de croisement des domaines ou des disciplines intellectuelles que je pouvais avoir de milieu où j'ai grandi, il y a eu aussi en Argentine, il y avait à l'époque, au lycée, disons, un cours de philosophie et un cours de psychologie. Le cours de psychologie, c'était une matière, disons, qu'on donnait de façon régulière, qu'on donne, je crois, toujours, disons, en terminale, disons, étrangement, je ne sais pas si étrangement, mais le cours de psycho ne m'a pas marqué trop, parce qu'il s'agissait des thèses, de je ne sais pas quoi, etc. Tandis que les cours de philo, je trouvais que c'était passionnant, et on a, c'est pas comme ici, hein, disons, c'est pas qu'on a vu... on a parcouru, par exemple, Freud, etc., dans les cours de philo, les topiques, etc. Mais c'était surtout toute cette question de la pensée des Grecs, de la lecture des philosophes, etc., qui m'a aussi passionné. Donc il y a aussi ça, disons, c'est un enseignement, on va dire, standard qu'on pouvait avoir, mais c'était aussi, je ne dirais pas une rencontre, mais encore quelque chose qui a pu éveiller cet intérêt pour la pensée, la réflexion, l'interrogation je dirais, de questions qu'on pourrait appeler très largement existentielles. Donc, je reviens, si tu veux, sur mon choix. Donc, à ces moments-là, sans aucun doute, je choisis la physique. Avec l'idée d'un métier, là où... Pas du tout. C'est là qu'il va se jouer, disons, la question de la psycho. Je choisis des études et moi, et c'est là que j'ai dû travailler quand même. Hein. Disons, je suis plutôt dans une version très théorique. Et ça va s'avérer être le choix que je ferai une fois fini mes études de physique. Mais je dois dire que je suis absolument nul pour tout ce qui est expérimental. Disons, tous les cours, c'était vraiment rigolo à la fac. Donc on peut associer la physique à quelque chose d'expérimental.
Moi, j'ai dû passer par tous ces cours, etc., où on devait manipuler, etc. Je m'arrangeais en général pour rester à côté, remplir les tableaux, comme me disait, mais pas mettre mes mains dans les câbles, je sais pas quoi. Et c'était toujours l'intérêt pour la mathématique, particulièrement l'algèbre, etc., la formalisation, que c'est un autre mot qui va revenir, et la vision théorique, disons. C'est-à-dire que c'est cette vision einsteinienne, je dirais, de la beauté de l'écriture des lois de la nature dans une langue mathématique. Donc moi, j'étais vraiment, je dirais, très enthousiaste. Et ça me porte toujours cet intérêt sur la question de la formalisation, même une question esthétique, disons, de la beauté des équations. Il y a des gens qui pourraient rigoler sur ça, mais vraiment, ça a ces côtés vraiment esthétiques d'une espèce de clarté de vision qui est trompeuse. Mais en tout cas, disons que moi je passais des heures, des nuits avec un très bon copain à moi, une autre rencontre, que maintenant il est prof aux États-Unis à l'Université de San Francisco. Et on continue à discuter une fois par mois sur de longues questions sur maintenant des questions philosophiques de base de la mécanique quantique, il travaille sur le trou noir, etc. Donc on continue à discuter, disons ça. On n'a pas perdu ça et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai étudié pas mal de matières. On passait des soirées sur un tableau à résoudre des choses, à parler de philosophie, etc. Donc pas simplement l'équation en soi, disons, mais qu'est-ce que cela représentait, qu'est-ce qu'il venait dire, les questions que ça peut poser. Tout à fait. Des études enrichissantes d'un point de vue intellectuel, en termes de questions, et tu t'es épanoui dans ces études-là. Ah oui, complètement. Moi, c'est vraiment... Mais c'est là qui est intéressant, disons, comment on peut ne pas se poser la question du métier qui va venir. Oui. Disons, je ne prenais jamais, moi, depuis 81, disons, j'étais toujours attaché à l'université d'une façon ou d'une autre. Disons, autant comme étudiant pendant des années, après viendront mes études en Argentine de psychologie, mais après comme chercher des cours, comme maître de conf, comme même en physique. Donc pendant un temps. Donc c'est posé par la question du métier. Et tu fais toutes tes études, c'est-à-dire comment ça se passe, licence, c'est différent. En physique, ce sont 5 ans, d'études, où on a l'équivalent d'un master aujourd'hui. D'accord. Disons. Et après, on s'oriente. Moi, je m'orientais à la recherche théorique. Après, disons, la seule voie en Argentine, il faut savoir aussi que le contexte est particulier. Disons, pour trouver déjà à l'époque, imaginons, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Disons, pour trouver les articles sur lesquels on travaillait, il fallait demander par courrier, mais tout était cher, les contacts n'étaient pas si fluides, même si les laboratoires où j'ai travaillé pendant 2 ans après des physiques théoriques avaient des très bonnes relations internationales, etc. Mais c'était laborieux, moins laborieux que les gens qui faisaient expérimental, parce que là, faire arriver les appareils, c'est autre chose. Oui. Mais nous-mêmes, je dirais pour la littérature scientifique, c'était pas si simple. Donc, j'ai fini mes études et déjà avec, disons, les choses ont commencé à tourbillonner un peu dans mon intérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire, disons, la voie était toute tracée. Hein, disons. Moi, j'ai toujours été très bon au niveau scolaire, donc n'avais pas trop de problèmes pour demander une bourse. La suite normale, c'était de demander une bourse dans l'équivalent du CNRS, ce que j'ai fait, disons, je l'ai eu et j'ai travaillé 2 ans. Mais après, c'était faire son doctorat avec cette bourse, etc., partir à l'étranger ou partir avant, etc., et faire une carrière de chercheur théorique. Donc, je commence chez cette bourse. Bon, c'est plus compliqué que ça, disons, mais bon, j'ai cette bourse, et donc je commence à faire des études en physique théorique avec le laboratoire qu'il y avait à l'Université de La Plata, c'est une université publique. Et donc, à ce moment-là, je commençais à vraiment là, pas me sentir très à l'aise avec l'horizon qui je pouvais envisager de cette immersion dans un monde qui, tout en étant intéressant, ne me permet pas trop de contact avec les autres. D'accord. Et donc là, disons, j'ai commencé une analyse
aujourd'hui, je ne dirais pas que la psychologue clinicienne qui me recevait était une psychanalyste, comme on peut entendre les clichés, ou on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'idée de penser cet horizon Tout à fait. professionnel. L'idée Et autres, d'ailleurs. aussi de travailler ce mal-être, que bien sûr ne venait pas que certainement du métier, comme tu dis très bien. Mais disons, il y a quelque chose qui était... je commençais à ne pas être si à l'aise. En plus, bon, comme je dis, c'est pas si simple parce que même en restant dans le monde académique, se dégageait, disons, déjà une espèce de fin des études universitaires, même si c'est rentré par un autre côté. Oui. Donc, est-ce que c'est mon inscription ensuite viendra en psychologie? Est-ce que c'est encore une fermeture, disons, pour rester comme étudiant dans le monde de l'université? Je vais travailler ça longuement. Certainement, c'est pas sans qu'il y ait quelque chose de ça. Mais, donc, à ces moments-là, disons, je décide de m'inscrire en psychologie, que c'était réouverte. Disons, la démocratie retourne en 83, donc j'ai fini mes études de physique fin 86. Donc là, c'est de nouveau possible de s'inscrire en psychologie. Tout à fait, la fac existe depuis 3 ans. Et avec l'idée, donc, pour toi, d'un métier cette fois. Tout à fait. Même, je n'ai jamais renoncé à cette exploration intellectuelle, disons, qui m'intéressait, la psychologie, la philosophie, etc. Mais là, avec tout ce travail personnel aussi, avec la question de, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Oui. Donc, et je me suis inscrit à la fac de psychologie, l'université publique de La Plata. D'accord. Qui avait une orientation que tu connaissais? Qui avait une orientation que je ne connaissais pas trop, parce que je ne savais pas trop encore, sauf quelques lectures, ce qu'était la psychanalyse. Disons. Tu avais pu lire justement les livres qu'il y avait dans la bibliothèque? Oui, et encore, disons, je les ai feuilletés, mais disons, ce n'est pas quelque chose qui était encore... C'était plutôt le métier, disons. Et en plus, il y a quelque chose, bien sûr, comme je t'ai dit, j'avais commencé un travail avec quelqu'un, il y a quelque chose, certainement, un trait identificatoire qui pouvait se jouer avec quelqu'un, disons, que je rencontrais régulièrement. À l'inverse de tes études précédentes, la psychologie t'y est arrivée, entrée, je dirais comme ça, par des questions plus que par un attrait intellectuel, des lectures. Tout à fait. Et bien sûr que j'ai continué, disons, ça m'a passionné. Et en Argentine, bon, on fait la même chose que je disais pour la physique, mais là, ce sont 6 ans d'études. Je continue à l'être, de psychologie, pour avoir l'équivalent du master ici, ou un titre pour pouvoir exercer comme psychologue, etc. Et les cours t'ont plu alors? Tu te souviens de tes premiers cours? Absolument. Et c'est là que je vais faire la rencontre de la psychanalyse d'une certaine façon. Il faut dire aussi que, retour, bon, on revient à cette histoire un peu complexe de la psychanalyse et la psychologie en Argentine. Disons, la psychologie, la psychanalyse en particulier, disons, la psychanalyse, vous voyez, l'association de psychanalyse argentine, elle a été fondée, je crois que début des années 40. Donc, même avant la carrière de psychologie. C'était un peu subversif. Disons, déjà, mais disons, à ces moments-là, si je me souviens bien, disons, parce que là, je n'étais même pas né, hein, mais au moins des histoires qu'on a entendues, c'était plutôt dans une perspective des gens qui sont emportés, on va dire, tous la pensée de Mélanie Klein, Winnicott, Bion, etc. Et donc, c'est comme ça que, d'une certaine façon, l'Association psychanalytique argentine, que si je ne me trompe pas, c'est la première en Amérique latine, a été créée. Et donc, il y avait, même en Argentine, c'est rigolo, parce que vous allez, je raconte toujours, quand on va en voyage avec des collègues d'ici, etc., ils s'étonnent parce que dans les kiosques, vous pouvez trouver entre les revues de, je sais pas, disons, de mécanique de la voiture, du sport, les livres de Foucault, Lévi-Strauss, etc. Donc, c'est des qui font là où tout le monde va dire, mais avec une naturalité, au moins dans Buenos Aires, La Plata sont des grandes villes universitaires, il faut aussi contextualiser, hein, mais ils vont vous dire, mais même les gens qui ne sont pas dans le champ de la psycho, hein, disons, ils vont dire, ah oui, mais je te laisse parce que j'ai mon analyse. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui fait partie des activités qu'on peut faire, disons, mais quelque chose où les gens les gens peuvent aller consulter, disons, d'une façon beaucoup plus, je dirais,
spontané que le fait d'être gravement malade, etc. Donc c'est quelque chose, en plus il a toute une question où il est rentré même dans la société parce qu'il y a surtout des pédiatres, des pédagogues qui ont repris les théories analytiques depuis les années 50-60 et qui ont fait une grande diffusion de ça. Donc c'est quelque chose, la psychanalyse, qui existe dans les paysages, surtout Buenos Aires, La Plata, Rosario, les grandes villes, qui existe dans les paysages, disons, c'est quelque chose dont on parle. Et les autres courants t'intéressaient également ou on en parlait peu? On a parlé très peu, ça veut dire que c'est dans la psychanalyse et pendant mes études universitaires de psychologie, c'était le courant hégémonique, on va dire, et en même temps, ça pose tout un problème pour la psychanalyse quand elle sort de sa place, que je trouve que c'est la place marginale qui lui revient. Donc, c'est à débattre. Mais en tout cas, ça me paraissait très important, toute cette espèce de contexte intellectuel où on n'est pas dans une société, là où j'étais, où il faut aller chercher très loin, aller explorer très loin pour trouver quelque chose de la psychanalyse. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, d'une certaine manière, disons, l'entrée en psychologie, disons, est marquée par cette recherche d'un certain champ professionnel, disons, un métier, qui puisse aussi me permettre d'être en contact avec les gens. Tout à fait. Donc, la différence de métier de physicien théoricien, où on est en contact avec des gens, assez particuliers parfois, mais... oui, c'est pas la même ambiance, justement. Tout à fait. Donc, je fais mes études de psycho, et c'est là que, d'une certaine façon, je rencontre la psychanalyse. C'est là que tu rencontres la psychanalyse, c'est là que tu commences à avoir des cours, j'entends, passionnants de psychanalyse. Et est-ce qu'il y a des stages aussi qui commencent à ce moment-là? C'est pas organisé de la même façon, disons, ça arrive, disons, il faut dire qu'en Argentine aussi, disons, au moins quand j'ai fait mes études, il y avait une étude assez étoffée je dirais, des disciplines parallèles à la psychologie en soi. On avait par exemple, les cours étaient organisés en général soit de façon annuelle, donc on avait pas mal d'heures. C'est pas en semestre comme maintenant. Et après, il y avait quelques cours semestriels, mais on avait par exemple un semestre complet de philosophie, un semestre complet de logique, un semestre complet de linguistique, un semestre complet de sociologie. Donc c'est-à-dire qu'on vraiment on pouvait explorer, disons, ces champs, mais en consacrant beaucoup de temps. Et donc, dans les premières années, il y a ces cours généraux. Après, il y a psychologie générale. Il n'y a pas tellement de cours de psychologie en soi. La première et deuxième année, psychopathologie arrive. En psychologie générale, il y a une présentation très sommaire, on va dire, des tableaux psychopathologiques. Mais psychopathologie, la matière psychopathologie adulte et enfant arrive en quatrième année. Avant, on avait psychologie générale, psychologie développement. Donc au milieu de ton cursus, si tout c'est à fait. 6 ans. Mais quand même, disons, en deuxième année, et c'est là notre rencontre, que c'est pas là du même acabit que la rencontre avec ce personnage excentrique que je disais. Le physicien. Parce que c'était quelqu'un, un prof qui venait de Buenos Aires et qui était quelqu'un de très... comment dire, très clair dans la façon de transmettre. On avait une matière qui s'appelait théorie psychanalytique. C'était une matière qui durait 1 an et on voyait les concepts fondamentaux de la psychanalyse, disons, et on lisait pas mal les œuvres de Freud en deuxième année. Donc de Freud en particulier. Hein. Après, mais vraiment, hein, disons, on a vraiment parcouru sans entrer dans les détails de chaque texte, mais quand même, disons, on devait beaucoup lire. Ça a été aussi pour moi pas facile de m'habituer à une autre façon d'étudier. Ah bah oui. Parce qu'en physique, disons, j'avais ma méthode, on va dire. Disons que c'était surtout théorique, résoudre des équations, confronter aux problèmes, etc. Tandis que là, c'était surtout dans des cours de sociologie, etc. Je disais, mais il faut tout retenir, ça se fait comment, disons, il faut travailler la mémoire. Finalement, pas difficilement, mais ça m'a pris du temps d'entrer dans une façon différente d'accès au savoir. Et donc, ce moment, disons, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec la théorie psychanalytique
Et vraiment, dans toute sa complexité, dans tout ce parcours de Freud, qu'il faut le dire, était quelqu'un de très honnête intellectuellement. Il revenait sur ce qu'il avait dit, il remettait en question je dirais, des constructions théoriques qui questionnaient la clinique, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un savoir en mouvement. Mais j'ai pu le voir de cette façon-là et pas simplement comme une espèce de ce qu'on peut rester, disons, dans la tête de quelqu'un, une espèce de clichés qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais c'est les clichés qu'on a, de l'interprétation des rêves, une espèce de décodage, disons, de l'expérience de l'adulte en termes de l'histoire infantile, etc. Disons, que ça, on peut rester sur ce type d'image, mais là, d'une certaine façon, on a eu accès à cette complexité. Et là, c'est complexifié. Quand on est arrivé à 4e année, on avait théorie psychanalytique, psychopathologie, où on a aussi étudié beaucoup les classiques français. Et là, j'avais la possibilité de lire certains textes en français, que c'était parce que, disons, si vous imaginez que Lacan, disons, est quelqu'un qui est difficile à lire en français, bonjour pour la traduction. Il y avait plus de notes en bas de page que le texte lui-même. Donc, je revenais au texte en français, etc. Et c'est là que j'ai connu pour la première fois, presque, disons, avec une certaine profondeur, l'œuvre de Lacan. Et là, vraiment aussi, disons. Parce que Freud, tu l'as découvert en espagnol. Oui, en espagnol, en 2e année, à partir de ça, et en lisant le texte de traduction espagnole. Mais Lacan, en espagnol et français. Disons, on faisait les cours en espagnol, il y avait des textes en espagnol, etc. Mais j'allais, disons, je pouvais d'une certaine façon aller voir au moins. Et encore une fois, disons, c'est très différent. Une langue, c'est passionnant, hein, mais une langue, c'est complètement différent de l'apprendre, comme je l'ai apprise plusieurs années à l'Alliance française, que de la vivre. Ça fait 22 ans que je suis en France et encore. Disons, que je suis loin de tout comprendre. C'est intéressant pour la clinique, peut-être on reviendra après. Et donc, bon, pour finir ça, disons, je termine mes études universitaires. Avec des stages alors? Ah oui, à la fin, disons, ça ne se fait pas en termes de stages, mais on faisait ce qui s'appelait pasantías, que c'est une espèce de... ça serait comme un stage plutôt d'observation, disons, à la fin d'un 6e année, dans des hôpitaux psychiatriques de la région. Donc, on passait, disons, dans les différentes matières. Ils étaient organisés des espèces de temps où on devait aller, je ne me souviens pas, c'était une fois tous les 15 jours, disons, à l'hôpital. Il y avait une espèce de présentation des malades. Je dis une espèce parce que parfois, ça répondait à la définition classique, parfois c'était plutôt autre chose. Et on avait des espèces de séminaires cliniques sur les présentations qu'on avait. Tu ne rencontres pas seul des patients, etc. Tu ne te balades pas seul à l'hôpital. Tout à fait. D'accord. Disons, en 6e année, on avait la possibilité, mais ce n'était pas pensé en termes de stage, aussi de passer plus d'heures, disons, je dirais, pas apprendre, c'est le mot qui me venait, mais à interagir avec les gens qui étaient en poste sur l'hôpital, etc. Et la plupart de nos, comme c'est le cas ici pour moi, par exemple, la plupart des intervenants qu'il y avait là travaillaient en même temps dans un hôpital où ils avaient leur consultation privée, etc. Oui, c'est ça. Et ça confirme toujours ton désir de métier Ah oui, tout à fait, disons. Et là, c'est un autre type de rencontre, parce que je ne pourrais pas parler d'un patient, mais c'est là que j'ai rencontré, je dirais comme ça, disons. Et là, c'est la rencontre peut-être plus proche de la rencontre réelle, la psychose. Ah oui. Que c'est quelque chose, disons, qu'on avait eu plein de cours. J'étais en 5e, 6e année, etc., sur la psychose, disons, sur séminaire de Lacan, séminaire 3, etc. Tu avais approché les choses théoriquement. Disons, même la psychose, on l'a parlé. Disons, il y a une grande influence, disons, dans les études en Argentine de la pensée française. Et surtout, je crois, c'est parce qu'il y a pas mal de psychologues et de psychanalystes qui sont exilés au moment de la dictature, et pas mal en France, ou avec des références à France, à Paris, Sainte-Anne, etc., et qui sont revenus. Donc c'était une espèce de mai 68 à journée. Nos références étaient Deleuze, Lacan, Foucault, etc. Disons, les profs, disons, on lisait beaucoup de textes, disons, des intellectuels français.
Et donc, moi, j'avais eu toute cette question de l'approche de la psychose, toute la question, disons, l'histoire de la clinique de Foucault, etc., les asiles, on avait beaucoup lu. Mais vraiment, disons, au cours de ces stages d'observation, on va dire, ou de ces temps qu'on passait à l'hôpital, c'était vraiment la rencontre de la psychose d'une façon, je dirais, expérientielle. Disons, même si je n'étais pas directement en face du patient, c'était ça, moi au moins, l'impression que j'ai eue, c'est d'entrer dans un monde qui était organisé, tant qu'il puisse l'être, complètement différemment. Et donc, c'était... une énigme, un mystère. Tout à fait, un mystère, disons, c'est-à-dire que c'est très intéressant que tu relèves ça, parce que c'était, là on est, comme on était dans la physique pour d'autres choses, au bord de ce qu'on pouvait comprendre. Au moins, je pouvais comprendre. S'agit-il encore de comprendre quoi que ce soit, mais bon, ça viendra plus tard, hein, ce questionnement. Mais en tout cas, disons, on était dans les limites de ce qui pouvait être une espèce de réduction rationnelle de qu'est-ce que le psychisme, qu'est-ce que les processus de pensée, qu'est-ce que la raison, etc. Là, c'était être confronté avec un discours qui se déliait, etc. Disons, d'ailleurs, je me souviens très bien d'un patient qu'on nous a présenté, qui racontait sa souffrance. Il était hospitalisé depuis un certain nombre d'années, mais qu'à un certain moment, disons, son discours s'interrompt et il fait un bruit comme ça, et le discours continue. Mais ce n'était pas le discours continu, je pense, autre chose. C'était comme une espèce d'interruption, et la reprise était dans le même ton, comme si c'était une suite directe du mot qui était resté avant ce petit bruit. Et quand on lui a demandé, il a dit, c'est que j'ai quelqu'un dans ma bouche qui tapote. Mais donc on pourrait penser à ce type d'affirmation comme quelque chose d'une création intellectuelle. Mais là, on avait toute l'impression que c'était quelque chose qui s'imposait à lui. Et moi, j'ai eu cette impression, je me souviens encore, d'assister à quelque chose qui était organisé, et qu'il y avait une organisation, mais complètement différemment. Et ça, donc, effectivement, ça a été autant un questionnement intellectuel que aussi un questionnement professionnel, disons. Comment on peut aborder quelque chose de ça. Et disons qu'en finissant tes 6 années d'études, ça ouvre sur d'autres questions plus cliniques, etc. Ça ouvre plus cliniques, je dirais. Disons. Et là, bon, j'ai fini mes études et tout le monde allait dans des sociétés psychanalytiques. J'étais déjà, disons, quand je termine mes études, je commence à me rapprocher d'une société analytique qui avait à La Plata. Il y en a plusieurs, je crois que c'est un autre chapitre, et à échanger avec, maintenant j'étais déjà psychologue, et j'ai travaillé, disons, je n'ai pas dit, mais disons, mais il fallait payer ses études, hein, même si ma première carrière, je l'ai fait très tranquille, disons, chez mes parents, etc. La deuxième, je me suis dit, c'est autre chose aussi, disons. Moi, j'aurais pu dire à mes parents, ils n'auraient pas eu de problème. J'ai dit, non, mais ça, il faut quelque chose que c'est moi qui les prends en charge. Et donc, j'ai travaillé pendant toute ma carrière comme prof de physique. En même temps, parallèlement. Donc, je faisais les cours le soir, c'était parce qu'il y avait des cours obligatoires, des TD, etc. Je m'arrangeais, mais je travaillais comme prof de physique au lycée, disons, dans l'équivalent ici de seconde, première et terminale. Et j'ai gardé un cours que je faisais à la fac d'électromagnétisme, etc. Bon, peu importe, mais la question c'était que je travaillais à ces moments-là, et là, ayant mon diplôme, etc., je me dis, bon, qu'est-ce que je fais je passais un concours qu'il y avait là pour faire... là, il existe l'internat de psychologie, comme ma médecine, comme ici il n'existe pas, mais là-bas, on peut faire un internat de 4 ans. Donc, après les 6 années. Après les 6 années. Donc, j'ai passé le concours, je l'ai eu, etc. Mais pour des circonstances personnelles, parce que je me mariais, etc., etc., je ne pouvais pas laisser tomber mes cours. Financièrement, c'était compliqué parce que l'internat, c'était très bien, mais c'est comme si tu gagnais aujourd'hui 400 € par mois.
Mais c'était 4 ans d'être à l'hôpital, etc., qui m'a tiré. Bon, finalement, même si je l'ai eu, donc celle qui venait derrière moi dans le concours me remercie le jour d'aujourd'hui. J'ai décliné ça et je continue à faire mes cours, mais en m'intéressant aussi à je dirais, la pratique professionnelle à partir d'une société analytique à La Plata. Et donc, à un moment, je décide de m'installer. Ça, maintenant, je le vois comme quelque chose de... Parce que je le ferai aujourd'hui. Bon. À l'âge que j'ai, disons, on ne peut pas reconstruire le passé, disons. Mais en tout cas, disons, je le faisais tout en faisant des supervisions, etc., avec les collègues, en faisant des groupes d'études, des cartels, etc. Tu t'es installé en libéral, du coup. Juste après avoir eu ton diplôme? Pas juste, disons, que je laissais passer un an, disons, au moins, disons, essayer de voir, disons, comment je pouvais avoir un espace, pas simplement de supervision individuelle, mais de construction théorique. Et en tant que psychologue, en tant que psychanalyste? Non, en tant que psychologue. Et donc, bon, il y a quelques années qui se passent, ça fait je finis mes études universitaires de psycho en 93. Donc c'était 6 ans, et au moment où je les ai entamés, j'ai dit je le fais en 6 ans et pas un an de plus. Donc je les ai fait dans les 6 ans, je finis. Et entre le 93 et l'année 2000, on va dire, disons, je veux avoir toute cette activité, disons, en double, etc. Et cette espèce aussi je dirais, d'élan, disons, de m'insérer d'une façon ou d'une autre en activité professionnelle sans être à l'hôpital, disons, psychiatrique, etc. Mais, il a toujours un mais, disons, je gardais, disons, cette, je dirais, cette, j'allais dire illusion, mais quand même cet espoir de continuer, parce que pour moi, c'est vraiment l'université, c'est un lieu où on peut développer, questionner, on peut accéder à toute la complexité de la pensée par rapport à un sujet ou un domaine déterminé. Et donc, je voulais faire une thèse, encore à l'université. Mais en Argentine, donc j'avais tout un projet. En Argentine, il y a une tradition, mais qui s'est développée en psychologie en particulier. Bon, en physique, il y avait une longue tradition de doctorat, etc. En psychologie, ce n'était pas si évident. Et en même temps, je continuais à réfléchir à mes sujets de physique, etc. Et je voulais faire une chose qui me permet d'une certaine façon d'utiliser cette manière de penser formelle, etc., pour interroger la psychanalyse, en particulier certaines théories de la psychanalyse, mais aussi la pratique analytique. Et donc, cette thèse, c'était un peu un brouillon dans ma tête. Hein. La thèse, j'ai le nom, c'est Vacillation dans le discours et émergence du sujet en situation clinique. Une articulation conceptuelle à partir de la psychanalyse et de la dynamique non linéaire. Tout à fait. Bien. Comment les symptômes réussi à faire des amalgames et je dis, je n'ai pas laissé tomber la physique et je l'ai laissé tomber en même temps. Oui. Donc, je rigolerai mon collègue Dominique Reyniers parce qu'on travaille beaucoup sur logiquement les et les ni. Oui. Et la physique et la psychologie ou la psychanalyse, ni la physique, on se situe comme on peut. Mais en tout cas, disons, pour moi, c'était important de trouver cet espace de réflexion. Et c'est à ce moment-là, disons que je fais pendant un an plus ou moins de recherches, des explorations, si je pouvais m'insérer, soit à l'Université de Buenos Aires de La Plata, mais c'est toujours difficile de trouver un directeur de thèse, etc. Et donc, par des circonstances, une autre rencontre d'un autre type, disons, parce que j'étais encore prof de physique, je parlais déjà français, disons, et dans le lycée où j'étais... Tu continuais à parler français Pas tellement, je continuais à lire beaucoup en français, mais pas à parler. Mais dans le lycée où j'étais, disons, il y avait un programme d'échange par la prof de français, disons, que je connaissais très bien, et disons, je suis venu en France pour accompagner les étudiants de terminale
D'accord. disons, à Lille. Je ne savais même pas où elle était dans la carte de la France. C'est rigolo parce qu'en Argentine, disons, je dis toujours, la blague, c'est si vous demandez 2 villes de France qu'ils connaissent, c'est Paris et Boulogne-sur-Mer. Ah bon? Boulogne-sur-Mer. Encore une fois, qu'on ne sait même pas placer dans la carte. Mais parce que le héros national, San Martín, on apprend depuis le CP, il est né en Argentine et il est mort à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui a libéré l'Argentine, le Chili, Pérou, etc. Il a fini ses jours à Paris, après, traversé. Il y a, d'ailleurs, tu peux aller le voir, il y a une statue à l'entrée du port de Boulogne-sur-Mer, d'un héros, sur un cheval, etc., que personne ne sait qui il est. C'est San Martín. D'accord. Donc, mais je suis venu à Lille. Parce qu'il y avait le lycée, on faisait l'échange, etc. Et pendant combien de temps alors ça? Non, c'était 3 semaines. Ah oui. Et j'ai connu le Gris du Nord. C'était en octobre, je crois. Donc, tu as été bien accueilli. J'étais très bien accueilli. Il faut dire que, sans blague, disons que dans le Nord, on est très bien accueilli. Mais donc, je suis venu ami avec un des profs qui est un prof d'espagnol, etc., qui travaillait à l'université publique de Lille 3. Et au retour, les étudiants d'ici sont allés là-bas, etc. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de ces projets que j'avais, etc. Et peut-être de thèse. Et je dis, pour pas les présenter s'ils sont intéressés, etc. À Lille, du coup. À Lille, comme quoi. Et finalement, je l'ai présenté à l'école doctorale de l'Université de Lille. Il m'a aidé. À ce moment-là, il fallait le remettre en bon français. Ils ont été intéressés, ils ont accepté. Et j'étais déjà marié, j'avais mes 2 enfants qui avaient 3 et 4 ans. Et c'était décision... ça coïncide en plus avec une des débâcles économiques régulières qu'on subit en Argentine, donc en 2001. Je suis venu ici en novembre 2001. Parce que le contexte aussi en Argentine était délicat. C'était un contexte où c'était chaotique, disons, mais vraiment c'est les moments en 2001 où le président doit être évacué par hélicoptère, je ne sais pas quoi, un grand mouvement, tout un vrai débâcle économique, etc. Mais c'est pas ça qui a décidé, au moins pour moi, le départ. Ça a coïncidé avec ça. Et effectivement, disons, on voyait que tous les moyens pouvaient être mis pour certaines choses, surtout des financements des études de ce type-là, ça allait être difficile. Mais surtout, c'est comme ça que j'arrive en France. Tu arrives en France avec toute ta famille? Avec toute ma famille, disons, avec ma femme qui m'accompagne toujours. Oui. Et mes 2 enfants qui avaient 3 et 4 ans, dans un endroit complètement inconnu, disons, si ce n'est pas les 3 semaines que j'avais passées ici. Et que ta femme parlait français aussi. Ma femme parlait français aussi, mais c'était vraiment, comme on dit toujours, si on me le raconte aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferai. Oui. Mais parfois, c'est le kairos, c'est l'occasion. Disons. Oui. Et à ce moment-là, on l'a pris. Je dis à ma femme, écoute, disons, il y a cette opportunité. En plus, j'avais 38 ans. Donc, faire une thèse, il faut pas, pour moi, il ne fallait pas trop tarder si je voulais la faire, etc. Et donc, on s'est installé ici avec pas mal de difficultés parce que, on ne connaissait même pas simplement la région, etc. Mais on connaissait... Tu connaissais l'université. Je connaissais l'université, le lycée où j'étais allé, la ville un peu, etc. Mais surtout l'administration française. Ça, il faut connaître. Oui. On n'est pas si loin en Argentine parce qu'on a hérité ça. Disons, imaginez l'amalgame entre l'administration française et la gestion italienne. Voilà, donc on connaît un peu, mais quand même, c'est comment fonctionne l'école, comment les enfants, on est arrivé en novembre, les enfants ont travaillé, les enfants vont être scolarisés. 3 et 4 ans, c'est maternelle en plus. Tout à fait, c'était la maternelle, je ne savais même pas comment ça fonctionnait, on est allé dans une maternelle publique, ils sont changés. Mais en même temps, ils venaient de décembre, ils sont arrivés début décembre, ils ont 30 degrés en Argentine, à moins 4 à Lille. Ils ne parlaient pas français. Ils parlaient un seul mot de français. Donc, ça a été
Une Ah, arrivée. maintenant, ils vont pas si mal. Je dirais. Et bon, c'est à ce moment-là que je fais ma thèse, disons, je développe ces sujets En donnant quelques cours en donnant aussi, quelques qu'est-ce que que j'étais tu peux ATR, faire? disons, à D'accord. l'île 3. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'était dans l'ambiance générale et à la fac aussi, que la psychanalyse n'était pas du tout une référence directe. Pour moi, disons, avec tout ce qu'on avait, disons, eu comme cours, comme je vous disais, disons, Foucault, Lévi-Strauss, la psychanalyse, etc., Freud, je pensais que tout le monde parlait de la psychanalyse en France. Eh ben non. Et que c'était quelque chose qui était beaucoup plus infui, on ne parle pas dans les réunions avec des amis, etc. On ne le trouve pas partout. Et c'était vraiment une surprise, disons, parce que je me suis dit, mais finalement, la psychanalyse, disons, ça se passe à Paris, c'est comment, disons, mais c'était pas, comme je te disais en Argentine, un savoir qui faisait partie du décor habituel. Tu as Et cherché une école de psychanalyse par ici, du coup? oui, après, Comment moi, mon rapport tu... aux écoles de psychanalyse, moi, je passais par quelques-unes, mais Mais plutôt en Argentine. c'était, oui, en Argentine. Oui, Ici mais aussi, ici disons, j'ai aussi. cherché, etc. Et je participais, je participe toujours. Hein. Mais d'une façon, je dirais, plus éloignée. Plus éloigné. Dans le sens de dire que, pour moi, personnellement, je ne sais pas si c'est comme ça. C'est loin d'être la seule position à prendre. Mais pour moi, le développement du savoir passait par l'université. Mais par rapport justement à ce savoir, tu as fait une thèse en France, Tout à donc? fait. Et c'est en conformant précisément le jury de cette thèse que j'étais amené à connaître trois personnes qui ont eu une importance par la suite. Shahid Rahman, que c'est un professeur de logique à l'université de Lille et qui est devenu un ami avec qui je pu continuer quelques réflexions, particulièrement sur Borges, un auteur Hmm. argentin que j'ai pu aussi travailler. Aussi, il y a eu Alain Vanier, un psychanalyste à Paris, avec qui j'ai pu échanger par la suite, et aussi Serge Lesourd, psychanalyste, Oui. professeur aussi à l'université de Strasbourg. Non, j'ai connu ces gens, j'ai pu échanger avec eux. Après, je les ai contactés après la thèse, etc. Serge Lesourd, c'est rigolo parce que je l'ai croisé à Lille parce qu'il faisait un corps de cours quand je commençais à travailler à l'université catholique. Donc là, tu fais tes 3 ans, Ouais, en plus, un peu il y a plus du coup, 4 ans. 4 ans de thèse. En même temps, tu as ce statut Je venais, particulier. disons, de chercher le cours, d'ATR. Voilà, mais tu ne réouvres pas un Non, non, cabinet, tu non, disons. ne Et en transposes même temps, pas. disons, la rencontre avec quelqu'un qui a fait partie, elle, de mon jury des HDR, que c'est Catherine Dupuis, disons, c'est quelqu'un vraiment avec qui on a beaucoup échangé dans la psychanalyse. Un autre courant peut-être pour elle, le courant lacanien ou c'est le courant de référence pour moi. Euh, Elle m'a proposé peut-être, parce que j'ai dû valider, en plus ça s'est pris un an de plus, parce que j'ai dû valider la dernière année, le Master 2, Pour les comment ça s'appelait, la équivalences, maîtrise. J'ai fait un oui. DEA avec les équivalences, etc. Et donc j'avais le titre psychologue, disons. Et là, elle m'a proposé de travailler dans le PSM, pas celui que je suis maintenant, mais le PSM, l'île Métropole. D'accord. Disons, de reprendre des consultations là-bas. Des consultations, donc type CMP ou plutôt en Un CMP. hospitalisation CMP. Ouais, Mhm. donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en même temps, presque, disons, euh, c'était, disons, une fois que j'avais validé tout ça, etc., j'ai commencé à travailler en CMP Adulte, enfant? adulte. Adulte. Je sais pas jamais, même si j'ai fait mes stages d'observation en Argentine surtout, dans un hôpital psychiatrique d'enfants, disons, à l'époque, ça c'est pas le domaine que j'aurais choisi. C'est pas le domaine que j'ai choisi. Je travaillais auprès des adultes. Mhm. Donc ça, tu commences à travailler au CMP avant la La fin de validation, la thèse, avant la fin de ta thèse, qui est en 2006. qui est en 2006. Mhm. À ce moment-là, disons, ce qui m'intéresse, c'est que je continue à avoir toute une série d'échanges. Là, je connais des gens, disons, à l'université, surtout des collègues de promo, on va dire, des gens qui faisaient leur doctorat, etc. Et on commence à travailler beaucoup, mais
disons, surtout dans cette vision académique pour moi. C'est très important, disons, avec la vision académique, de publication, pas très porté à ces moments précis sur la publication, mais sur l'écriture de la thèse, sur la recherche bibliographique, sur l'interrogation de la clinique, etc. À partir de ça, disons, je pouvais aussi, disons, d'une certaine façon, interroger la clinique de dernières années, disons, que je voyais disons, à l'hôpital, disons, avec mes collègues, et c'était une rencontre là. Vous voyez que des années se sont passées depuis cette rencontre avec, je dirais, la psychose, la folie dont je parlais, et cette possibilité de suivre des patients, de vraiment être en contact avec ce qui est en CMP. En CMP, disons, ce qui est, je dirais, très largement, en disant, l'hôpital psychiatrique en France. Ça a été vraiment une autre rencontre que je continue à y être, que je trouve que c'est un dispositif dans sa conception qui est vraiment une possibilité. C'est précieux. Tout à fait. Pour offrir un espace à ce type de pathologie. Et oui, parce que justement, tu as dû sentir une ambiance différente entre la psychiatrie en France, on va dire. Tout à fait, complètement. Le stage d'observation que tu as fait, mais entre-temps, tu as quand même ouvert ton cabinet privé. Oui. Ça ne devait pas être les mêmes consultations, dans le sens de la même ambiance. Pas du tout, disons. Disons, cette époque-là, disons, c'était intéressant, disons, parce que ça donne un accès, mais peu de patients psychotiques. Ah oui, c'est une population qui est différente, disons, où la problématique, disons, passe. Encore une fois, disons, moi, je crois qu'il faut être très prudent à dire, bon, disons, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, disons, à l'hôpital psychiatrique, en CMP, on peut voir des cas graves. Disons, on l'entend souvent, on va dire qu'il y a des notions de gravité, oui, tandis que comme si, disons, dans la consultation privée, bon, tu peux témoigner aussi, disons, dans ta pratique, disons, qu'il n'y avait pas de cas, je ne sais pas s'il appelait grave, sévère, mais vraiment où on est confronté à une angoisse, par exemple, très aiguë ou à des désorganisations très importantes. Je trouve que cette question de l'idée du secteur, disons, la psychiatrie en France, c'est une idée qui est bien sûr très innovatrice, qui s'est inspirée, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais l'antipsychiatrie, de Basaglia, de la psychothérapie institutionnelle, Tosquelles, etc. Et donc ça a donné lieu à quelque chose qui n'est pas sans faire appel ici. Et c'est là qu'on trouve, de moins en moins malheureusement, mais les traces de l'influence psychanalytique, disons, dans ce qui a été construit comme surtout espace de pensée, espace de parole, espace d'accueil, qui est très important aujourd'hui, disons, je dirais, mais qui est aussi très contesté, je dirais. Au moins, ce que je peux voir, disons, on vit dans un monde, peut-être c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de l'aborder parce que pour moi, il y a un engagement. Est-ce que la psychanalyse a sa place là-dedans, etc. Bien sûr, il faut sortir, et je crois que les psychanalystes ne sont pas dupes, disons, au moins pas tous, mais disons de sortir de cliché, de l'orthodoxie même. C'est un enjeu de transmission. Un enjeu de transmission aussi, disons, avec des espaces où on puisse voir qu'on a encore quelque chose, si c'est pas à dire, à ouvrir comme espace d'écoute. Donc à cette époque, tu commences à travailler à l'Université catholique de Lille. Comme tu imagines, une fois ma thèse terminée, je me suis pas dit bon, l'université est derrière moi. J'ai cherché une voie pour pouvoir continuer, disons, à travailler la recherche. Oui. Si, en même temps, c'est un département qui était beaucoup moins important, je dirais, en termes d'étudiants, de collègues, etc., ce qui est devenu maintenant. Maintenant, vraiment, disons, c'est un département avec plein d'enseignants-chercheurs, de profs, etc. Et un nombre conséquent d'étudiants, c'était beaucoup plus réduit. Et il y avait une possibilité de faire des cours ici. Et donc, je commençais à faire les cours ici. Et finalement, j'ai eu un contrat, encore une fois, pour à mi-temps, disons, parce que je travaillais toujours dans l'hôpital.
Et je commençais à travailler, vraiment à installer quelque chose de la recherche ici aussi, disons. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler ici, que je suis resté ici. Donc, mais en même temps, disons, moi je trouve, pour revenir à cette question qui me paraît intéressante de l'hôpital, quelque chose d'un vrai défi. Je trouve que c'est un espace où, mais d'ailleurs comme la psychanalyse à l'université aujourd'hui, disons, c'est un espace où installer quelque chose de ce discours va contre toute je dirais, la dynamique contemporaine d'une certaine objectivité, efficacité, etc. Donc toute cette psychiatrie qui vient, psychiatrie pseudo-objective, disons, ou scientifique, bon, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot quand même, hein, mais qui s'appuie sur des données soit neurophysiologiques, soit de données, je dirais, des outils de type questionnaire, tests, etc. développés, en leur attribuant une certaine objectivité, est très très loin de, au moins tel que je le vois, de pouvoir accueillir la souffrance particulière de quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est aussi un travail, un défi aujourd'hui, disons, pour la clinique en elle-même. Qu'est-ce qu'on entend par clinique? Qu'est-ce qu'on met comme possibilité d'accueillir justement la singularité? Je pèse les mots parce que j'avais dit particularité, pour moi c'est pas la même chose, mais justement la singularité pour moi, et on revient à la physique, disons, c'est quelque chose qui, bon, on dirait un psychanalyste, pour moi la singularité est liée au réel, disons, mais la singularité est quelque chose qui est c'est difficile de trouver le mot, mais c'est irréductible à toute capture, je dirais, techno-rationnelle. Donc il y a quelque chose qui reste. Lacan, à un moment, Lacan, je me souviens bien dans le séminaire 20, disait que quelque chose comme le réel, c'est l'impasse de la formalisation. Et là, je trouve quelque chose de tout ce que je te disais. Hein, oui. Mon attirance pour la formalisation, etc. Mes propres confrontations avec ces points de butée, ces points d'inaccessibles. Et je trouve que c'est pas sans la formalisation. Moi, je tiens toujours à une certaine formalisation. Beaucoup, tout et à fait. Tu aimes mettre en avant aussi auprès des étudiants, ça a tout son à fait. importance. Moi, je trouve que, disons, avec les étudiants, bon, pour moi, l'université, et c'est mon expérience, disons, je voudrais la présenter comme ça, mais je voudrais transmettre. La transmission, c'est pas quelque chose qui est si simple, mais transmettre quelque chose que l'université dans son, je dirais, horizon d'interrogation, de questionnement, est une aventure. Mais tant qu'on soit prêt à se confronter avec la limite même de tout ce savoir qu'on développe. Donc la formalisation d'une certaine façon, disons, là qu'on disait il ne faut pas reculer, maintenant que je le dis, mais il ne faut pas reculer devant la psychose. Je dirais il ne faut pas reculer devant la formalisation, parce que la psychose et la formalisation, c'est la même chose. Il y a certaines folies qui ne sont pas très loin. Mais en tout cas, disons, c'est quelque chose qui est pour moi nécessaire. La rigueur, la formalisation, donc ce ne sont pas des attributs simplement de ce qu'on dit scientifique, dans le sens d'une technoscience. La rigueur et la formalisation peuvent être et doivent être, disons, aussi présentes dans l'approche de l'humain. Mais pas, encore une fois, pour rester sur cette espèce de réduction positiviste. Ça, c'est tout un travail que c'est fait, je dirais, chez moi, disons, parce que vraiment, pour moi, je te disais au début, disons, il y a cette espèce d'enthousiasme pour la formalisation, même une fascination, dont il faut se départir, mais en même temps, là, quand on témoigne, disons, sa recherche permanente, disons, qu'il y a la question de, à différents moments, en faisant appel à différents types de théories, mais et c'est pas simplement un exercice d'abstraction, c'est aussi, disons, où la clinique, disons, vient nous interroger, ne cesse, je dirais, de nous interroger, et on ne cesse de faire appel à des éléments
je dirais, de compréhension formelle pour pouvoir s'approcher de cette, on revient à ce mystère peut-être, cette question qui reste derrière tout ce qui peut être dit, même par quelqu'un. Et c'est vrai que c'est ce qu'on entend dans ton HDR, habilitation à diriger des recherches, que tu as fait il n'y a pas si longtemps, finalement, sur ce thème-là. C'était sur le thème de l'infini dans le parcours lacanien, disons, mais je trouve que ces points de l'infini, c'est quelque chose qui, moi, ça m'interroge. Il y a plein de choses, je ramène à ce moment-là, disons, ça ne m'interroge pas que les sciences humaines. Je me souviens, je finis mon HDR avec un poème de Baudelaire. C'était un poème, il y avait une phrase qui disait que c'était quelque chose comme je vois l'infini à travers toutes les fenêtres. Et ça continue le poème avec le vertige que ça provoque. Je crois que la question du vertige, on travaille aussi, mais la question du vertige, c'est vraiment ça, disons, dans la rencontre clinique. Je crois qu'il y a toujours des points, des moments vertigineux, je dirais, mais disons, dans quelque chose qui peut nous confronter avec ce qui échappe toujours, disons, encore, on a toujours la même possibilité la même possibilité ou impossibilité de le cerner par les mots, par une ébauche graphique, etc. On ne cesse d'essayer, mais c'est ce qui échappe toujours. Hein. Disons, on est toujours à quelque chose lié au réel, à la singularité, etc. Et alors, dis-moi, Julio, justement, on a parlé de rencontres, mais des rencontres professionnelles, des rencontres avec des collègues, des rencontres avec, même au niveau intellectuel, surtout au niveau intellectuel. Est-ce qu'il y aurait une rencontre avec un patient, que ce soit en Argentine ou ici, mais une rencontre que tu pourrais nous transmettre aussi? En fait, ce n'est pas facile de se centrer sur une rencontre. Il y a certainement des moments, des situations particulières qui nous secouent, je dirais, parfois violemment. Ce qui me vient à l'esprit en parlant de ça, c'est la phrase d'un patient de structure psychotique que je suivis pendant plusieurs années. Une phrase qui paraît tout à fait une phrase normale, banale, qui est la suivante: la vie est difficile. Elle était toujours suivie par une autre phrase qui était « je ne sais pas comment font les gens ». Je peux t'assurer que la répétition, le martèlement de cette phrase, on entendait une souffrance, un égarement profond. C'était une vraie question. Là, quand on se trouve vraiment, on a cette impression que la question va au-delà de recherche d'une réponse intellectuelle. C'était pour lui vraiment, on sentait qu'il y avait comme un gouffre. Et cette suivi, comme je disais, qui a duré, a été vraiment, je ne sais pas si une épreuve, mais en tout cas, disons, ça a été, disons, l'accompagnement dans le temps. Les temps, c'est une dimension très importante qu'on oublie parfois, mais disons, il a duré. Et c'était, je dirais, l'accompagnement, je le sens comme une espèce de marche dans un étroit défilé, où vraiment, disons, on risque de tomber à chaque instant. Notre moment, c'est aussi, disons, mais c'est très général, mais disons, c'est la rencontre avec le fonctionnement institutionnel en France. Oui, disons, c'est-à-dire que c'est ces moments où l'interaction, et moi je trouve que c'est très très riche, l'interaction avec, pas simplement avec mes collègues, disons, psychologues, disons, à l'hôpital, mais c'est aussi la rencontre avec une équipe, avec c'est comme psychiatre, c'est-à-dire un assistant social, un éducateur, un infirmier. Disons, ce sont encore l'ouverture à pas simplement de modes de comprendre différents, mais de façon je dirais, de vivre les rencontres autrement, et tous ces réseaux qu'il y a autour d'une institution. Je me souviens aussi d'un psychiatre, d'un texte d'un psychiatre qui s'appelle Guy Dana, je crois que c'était lui qui parlait de l'errance dans l'institution où le patient construit un petit itinéraire.
Et surtout, disons, je l'ai vu plusieurs fois, disons, comment les patients, disons, dans l'institution peuvent s'installer dans l'entre-deux. Ce qui devient très embêtant pour les praticiens et pour l'institution, parce que c'est là où on ne les attend pas qu'ils vont se loger. C'est là où il n'y a pas de dispositif, où on ne cesse de pointer que tout ça ne sera jamais suffisant. Et donc, cette question de l'errance dans l'institution, moi, je trouve que c'est, disons, que c'est quelque chose qu'on peut vivre. Comment les patients, disons, certains patients peuvent nous surprendre, disons, par cette question de trouver un lieu qui était inattendu. J'avais une toute dernière question à te poser pour aujourd'hui. Oui, on ne peut que commencer. Comment tu penses la question justement de la transmission de la clinique aujourd'hui, toi qui travailles en CMP, qui a toujours enseigné, qu'est-ce que tu penses de la transmission de la clinique ? Moi, je crois que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. La transmission, disons, c'est presque banal de le dire, mais la transmission ne s'arrête pas à l'enseignement, à l'apprentissage, à la lecture. Effectivement, pour moi, tout ça, disons, la transmission ne va pas sans que tout ça soit présent, mais je le dis souvent, disons, c'est certainement pas moi qui le dis la première fois, mais disons qu'on ne transmet, pour moi, que ce qui nous passionne. Disons, il y a quelque chose d'autre qui se transmet et nous passionne dans un sens très large, quelque chose qui nous engage. Et donc la transmission peut se jouer, c'est-à-dire que toujours au-delà de ce qu'on dit. Et parfois, pour moi, disons, moi j'ai essayé de jouer cette possibilité. Je crois que j'y arrive avec tous les difficultés que ça peut avoir, les allées-venues, disons, par exemple, disons, installer un espace à l'hôpital qui requiert beaucoup d'énergie parce que ça se délite, ça réapparaît, etc. Que c'est un espace, comme je l'appelle, de réflexion clinique, où on se réunit, infirmiers, assistants sociaux, psychologues, parfois médecins, etc., pour travailler sur un cas, sur une situation, mais sans qu'il y ait une espèce de formatage prévu, disons. C'est-à-dire que c'est un espace pour faire circuler la parole, pour pouvoir s'entendre autrement, pour pouvoir entendre ce qui, justement, ce qui ne cesse de se dérober, et pourtant nous convoque pour intervenir d'une certaine façon. Ça peut être des situations... je me souviens, on a abordé des sujets, mais disons des sujets dans le sens de thèmes particuliers, comme qu'est-ce qu'est l'isolement, à quoi on est confronté quand il y a quelqu'un qui doit être isolé, etc. Ou des cas particuliers d'un adolescent de 16 ans qui se trouve hospitalisé dans le service d'adultes, ou d'un patient qui refusait le nom de famille qui lui avait été donné. Ça pose des questions très pratiques quand on va en administration et qu'un tel dit c'est pas mon nom, celui qui figure sur. Donc on peut partir de la situation comme ça, on peut partir d'une réflexion, mais ce qui se transmet, je crois, c'est surtout une position éthique qui doit être, je crois, véhiculée par une espèce d'engagement avec le pari du sujet. Et ça ne s'enseigne pas, je dirais, mais ça peut-être se transmet à partir de l'écriture. C'est ce qui excède un peu en quelque sorte l'enseignement, ou c'est ce qui s'ajoute. Tout à fait, c'est qui émerge. C'est comme une espèce d'émergence, toujours dans l'inattendu, mais certainement, mais après quelques décennies d'enseignement, je peux te dire que c'est dont se souviennent les étudiants en général, c'est pas simplement de cours particuliers qu'on a dit, etc. Mais bon, c'est long de le raconter, mais moi je fais tous les ans, depuis des années, une expérience avec justement l'expérience de miroir sphérique avec les étudiants. Oui. Et c'est une expérience très... ça peut être disons, banale pour certains, mais dérangeante, très dérangeante pour certains d'autres. Et à ces moments-là, disons, ils n'ont pas oublié, bonjour monsieur Guillen, etc. Ça fait 10 ans que je ne se voit pas, et ça revient. Mais est-ce que c'est simplement un effet de surprise, ou est-ce que tout ce qu'on a discuté autour de ça, parce que ce n'est pas simplement faire un tour de magie, disons, tout ce qu'on a discuté,
ne trouve pas un sens par l'expérience qu'on a traversée. Et je trouve que la transmission a un lien nécessaire avec une expérience qui s'affronte avec la certitude qu'elle va nous renvoyer à notre incomplétude. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, disons, que c'est quelque chose qui reste. Disons, finalement, pour donner de la transmission, c'est d'ailleurs aussi de demander qu'est-ce qui reste de ce qu'on dit, de ce dont on témoigne. En tout cas, disons, moi je crois que c'est toujours de l'ordre d'un pari. Et comme tu disais tout à l'heure, un enjeu majeur. Un enjeu, oui, tout à fait. Voilà. Eh ben, merci pour précisément cette transmission aujourd'hui de ton parcours. Ouais, merci Olivia. Merci Ruben. La transmission est au cœur du travail du clinicien. C'est un enjeu majeur. Mais la transmission comme position éthique renvoie surtout au fait de s'engager dans la cité. Cela ne se limite précisément pas à l'enseignement et j'espère que le récit de Rouillot-Guilaine vous a permis d'entendre le lien entre les connaissances acquises à l'université et le savoir transmis par la rencontre avec les patients, mais également les institutions de soins aujourd'hui. Parce que l'université est une aventure tant qu'on est prêt à se confronter à cette impasse dans le savoir à laquelle nous amènent nos rencontres. L'on ne transmet, comme le répète Rouillot, que ce qui nous passionne. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.